gens d'ici sont vraiment extra. Ils parlent de choses extra dans un décor. Extra d'engagement. Extra et de projets. Extra de politique. Extra pour de rencontres. Extra et vous donnez extra. Bienvenue à Extra, votre nouvelle mouture de Infocam Extra. Cette semaine, je rencontre Samuel Saint-Pierre, Ginette Bégin et Maryse Hainaut-Tessier, et le tout sur de la musique des gens d'ici. Musique! Donc, je suis avec Samuel Saint-Pierre. Samuel, tu es cinéaste. Là, en ce moment, je pense que tu travailles sur Résonance d'un fleuve. Ouais. Est-ce que tu peux nous développer un peu ce que c'est? C'était un projet, en fait, que j'ai commencé... les premières fois que j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était en 2015. Je suis allé rencontrer les pêcheurs d'anguilles de Rivière-Ouelle. Tu sais, au fond, c'est parce que je m'intéressais à la trace de l'homme autour du fleuve. C'est un peu ça, au fond, le rapport que le Québécois entretient avec le fleuve Saint-Laurent, qui est au-delà de... Tu sais, pour moi, je pense que c'était important de sortir de la carte postale. Ouais. Puis, tu sais, on vit pas avec. Puis la manière que je trouvais que c'est... le seul élément que je trouvais qu'on pouvait vivre avec lui, c'était par la fascine. Tu sais. En tout cas, les pêcheurs à la fascine de l'anguille... Ouais. À Rivière-Ouelle ou au Caplan dans Charlevoix, je trouvais que c'était un élément où on sentait que l'humain avait un rapport avec le fleuve Saint-Laurent qui était direct. Ouais. Puis à partir de cette pêche-là à la fascine, ben c'est sûr que j'ai découvert. Tu sais, la fascine au fond est un héritière des grandes pêcheries du Marsouin, parce que c'est un peu à peu près la même architecture, ou ben non, la même manière qu'on construit la pêche, et qu'on reprend la trace qui a été laissée l'année d'avant. Donc, tu sais, la fascine est un peu l'héritière de ça. Donc, tu sais, ce qui m'a amené à la pêcherie du Marsouin, ben là, c'est sûr, il y a Pierre Perrault avec Pour la suite du monde. Mm-hmm. Puis, tu sais, ce film-là, au fond, est une résonance entre le passé puis le présent aussi, tu sais. Ouais. Parce qu'on s'entend qu'on fait plus de pêche au Marsouin maintenant. Mais c'est un passé qui est important de se rappeler parce que c'est ce qui a développé, en fait, l'île aux Coudes et Rivière-Ouelle, surtout. Puis, tu sais, Québec a été éclairé grâce à l'huile du marsouin pendant à peu près une centaine d'années, ce que pas grand monde savent. Mais... Effectivement. Et le marsouin, au fond, tu sais, c'est un animal qui, maintenant, est protégé, mais il est symbolique aussi de notre rapport au fleuve. Tu sais, pour moi, c'est aussi un animal qui représente assez bien le documentaire québécois. Parce que c'est le film fondateur, ça a été Pour la suite du monde. Tu sais, je sais pas, il y a comme un élément mythologique autour de lui. Tu sais, il nous ramène quand même jusqu'à Jacques Cartier, jusqu'au premier peuple, aussi le marsouin. Ouais, c'est un gros lien historique. Ouais, c'est ça. Tu sais, même je me demande pourquoi que le gouvernement du Québec ne le met pas comme emblème. Mais quelque part, on pourrait je pense qu'on l'a même pas d'emblème maritime. C'est vrai, et malgré tout, parce qu'on a l'Enfant des Neiges, on a le castor. Le castor, c'est au niveau canadien. Mais au Québec, le marsouin, on pourrait le prendre, en tout cas, comme un élément important de notre culture. En tout cas, tu sais, c'est ça, il y a historique, mais il y a aussi du cinéma. Puis bon, pour revenir à ce que je disais avec Résonance d'un fleuve, ben là, c'est ça, c'est que j'arrive à la fin de ce périple de tournage-là, puis le film devrait être fini pour l'an prochain. Ça va faire même 100 ans là, que la pêche a été interdite, donc ça va vraiment bien en donner. Ouais. Puis tu sais, ce film-là, ben, c'est ça, c'est toute la résonance des pêcheurs qui font encore la fascine autour du fleuve, dans l'estuaire. L'estuaire à partir de, entre l'île aux Coudes et Rivière-du-Loup, mettons. Là. Okay. Des deux côtés de rives du fleuve, il reste quasiment plus de pêcheurs à la fascine. Il en reste 2 du côté nord,
dans Charlevoix. Puis moi, je me suis intéressé plus à Rivière-Ouelle. Là, ça reste un bassin, contrairement à... Ouais, puis c'est un élément, on devrait même, je sais qu'ils l'ont quand même souligné que c'est un élément patrimonial important, là, mais je pense que le gouvernement du Québec devrait aussi se pencher sur cet élément-là de la fascine qui devrait être comme déclaré patrimoine immatériel ou du moins être célébré un peu plus, je pense. D'ailleurs, je pense que tu viens faire une conférence à la Pocatière bientôt. Ouais, aussi. Au Cégep. Est-ce qu'on est dans ce thème-là? Ouais, non, au Cégep, là, c'est plus pour... ça va être une conférence plus sur ma démarche documentaire. Là. Okay. Je vais peut-être en parler aussi de ce que je dis là, mais... Parce qu'au final, toi, ce que t'aimes, c'est le côté historique, l'importance de ce qui nous entoure. Ouais, c'est ça. C'est aussi, tu sais, des éléments qui sont en train... Tu sais, il y a quand même une grande hantise chez moi, de voir des choses disparaître puis qu'il n'y ait pas de trace qui est restée. Tu sais. Ça, moi, je sais pas, mais surtout comme ça, la fascine, il y en a de moins en moins. Le jour où ça disparaîtra, ben, ce sera un lien qu'on aura plus avec le fleuve. Ouais. S'il n'a pas été archivé, ben, je trouve que c'est assez dommage. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'archives quand même. Avant moi, il y a eu bien des gens qui ont filmé, tu sais, l'abbé Proulx, Pierre Perrault. Tu sais, il y a eu quand même beaucoup d'archives, mais aujourd'hui, on arrive à un moment où on est quand même dans un monde ultra moderne, puis le traditionnel est quand même de plus en plus... je trouve qu'il y a quand même un élément qui est en train de disparaître là-dedans. Là. On regarde bien que le sirop d'érable, c'est plus. Ouais, j'avoue. On n'est pas à Chaudière, là. C'est rendu une industrie. C'est ça. C'était une industrie, puis. C'est sûr que je parle pas en mal de ça dans le sens que c'est comme ça aujourd'hui, mais. Je préfère le traditionnel, mettons, qu'à l'industriel. Mais ton approche au niveau du tournage aussi, parce que toi, t'aimes le cinéma direct, donc t'aimes la vérité. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, déjà là, j'étais quand même plus dans l'artisanat que la fiction, mettons. Ouais. Parce que là, tout est réglé au quart de tour. Les beauty shots... moi, ça me parle pas bien. J'aime mieux une caméra qui shake puis qui s'en va dans le fleuve avec un pêcheur en botte de rubber qu'une caméra qui est fixe qui c'est ça. Moi, la fiction, je l'ai essayé une fois puis ça a pas été pour moi pantoute. Non. Donc, t'aimes mieux être témoin d'une réalité. Non, c'est ça. J'aime mieux le réel. Ouais, le réel, c'est ça. Il y a aussi un rapport à ça. On est quand même submergé d'images maintenant. On a un téléphone. Tout le monde peut filmer. Mais il y a une affaire, c'est que ce que je me rendais compte aussi, c'est que le rapport au réel est souvent narcissique. Il est pas collectif. Tu sais, s'auto-filmer, il y a des comment on appelle ça, des égo-portraits, ou tu sais, moi, les TikTok de ce monde, ça me parle pas pantoute, mais pour moi, c'est comme ma réponse à ça, c'est le cinéma direct. Parce qu'il y a une poésie dans le réel, tu sais. Perrault l'a quand même bien démontré, puis il a bien expliqué sa démarche du cinéma du vécu. Il y a une poésie dans le réel. Ça, le cinéma direct, elle permet de le faire, là, tu sais. Cette structure-là. Puis moi, c'est ça. C'est une réponse aussi à cette espèce d'image-là qui est quand même omniprésente maintenant, puis on fait tous un peu malgré nous, là, avec Facebook, mettons. Mais c'est le culte du soi-même. Ben c'est ça. Tu sais, pourquoi avec la société, peut-être aussi, on perd des... Tu sais, il y a un démaillage un peu sociétal, je trouve, des fois, là, puis... Peut-être un élément qui c'est peut-être un peu ça aussi, cet individualisme-là que je trouve qui des fois, il est assez nauséabond. Mais en m'en venant tantôt, j'écoutais ça a tombé, j'ai tombé sur un poste de radio, tu sais, mon Dieu Seigneur, c'est un peu ça, la société individualiste. Ouais. Je me moine. On pourrait en parler tellement longtemps. C'est ça, c'est là, on parle plus du fleuve. On est rendu dans la philosophie. Écoute, avant de terminer, à Extra cette année, on essaie de faire un petit jeu de connaissances. On appelle ça le géo-jeu. OK. Je te montrerai sur l'écran qu'il y a là une image qui a été prise par drone. OK. Puis, juste voir si tu es capable de reconnaître c'est où. OK. Ça, c'est pas Saint-Germain?
Non, c'est le mauvais Saint. On était à Saint-Denis. Saint-Denis, le pire, c'est que j'ai passé. J'ai hâte de voir combien de gens vont connaître leur coin. J'étais pas sûr, mais on voit la pointe de Rivière-Ouelle en haut, là, c'est tu sais, il y a comme un avancé dans le fleuve. Là. Ah oui, oui. C'est là que j'étais pas sûr. C'est vrai, à Saint-Germain, il y a une montagne. J'étais pas bon. Pas du tout. Écoute, merci Samuel. Merci de t'être prêté au jeu. Merci aussi pour toutes ces belles explications. Je pense que si les gens ont été interpellés par ton travail, ils vont sûrement être au rendez-vous là, le jour où le film va être prêt. En espérant que ça se passe bien. Ça devrait. En tout cas, j'en espérais qu'aussi il y ait une résonance avec ça. Là, ce film-là. Que le message passe. Ouais, c'est ça. Puis, ça, c'est le premier d'un long. Ce sera pas le dernier, je penserais pas. Là. On va en avoir d'autres après. On se reverra à ce moment-là. C'est bon, salut! Merci. Donc, je suis avec Madame Bégin. Bonjour, Ginette. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on vient parler de de vos prix que vous avez gagnés pour vos fromages à la fromagerie Le Détour. Je crois, entre autres, qu'il y en a un qui c'est une surprise, une belle surprise. Oh, totalement. En fait, cette année, on a gagné le prix de la catégorie. Donc, ça, c'était la catégorie des laits de chèvre. En lait de chèvre, on fait pas de distinction entre les grandes et les petites entreprises. Donc, il y a une seule catégorie, pâte molle. Et on s'est avéré, on avait des grandes espérances de ce côté-là et on était très contents de recevoir cet honneur de catégorie. Est arrivé à la fin, lorsque toutes les catégories sont passées, là, c'est quand même près de, sinon plus que 20 de premiers prix. À ce moment-là, il procède à l'évaluation de tous les fromages qui ont fini première position. Ils les font réévaluer par un groupe de juges qui, là, eux, s'affairent à les classer le premier, deuxième et troisième. Donc, c'est là l'étonnement pour nous, là, vraiment, d'avoir gagné la troisième position, donc la médaille de bronze, toutes catégories confondues. Oh là, jamais que j'aurais pu y croire. Ouais, puis c'est 203, je pense, participants à Caséus, c'est énorme. Moi, de fromage. Ouais, et puis, à ma grande surprise, j'étais assis aux côtés d'un monsieur, qu'il me pardonne, je me souviens plus de son nom, de la région de Saint-Hyacinthe. Et la réaction a été spontanée. J'ai fait « Ah! » Puis en me tournant vers lui, parce que je le connais pas, mais il a fait la même chose lorsque le nom de Gréal a été dévoilé. Donc, c'est un fromage quand même que il se démarque. Il se démarque en termes d'apparence, en termes de goût, en termes de texture. Et habituellement, on est habitué de voir dans les grands champions provinciaux des pâtes semi-fermes, croûte lavée. Donc, c'est très populaire. Mm-hmm. Et là, nous, on arrive avec, un lait de chèvre. Donc, on n'est pas vraiment dans la plus grande distribution, le plus grand réseau de distribution, et avec un fromage de fabrication artisanale qui a vraiment l'allure artisanale. Donc, on en est très, très content et puis c'était une surprise. Et d'ailleurs, le lait de chèvre en tant que tel, lui, il vient de pas loin d'ici, à Rivière-Ouelle, je pense. Tout à fait. La ferme Petite-Anse, c'est un producteur de lait de chèvre. On a débuté en 2007 l'aventure avec un producteur qui se trouvait à Saint-Louis-du-Haut, qui se trouvait à proximité de la fromagerie. Mm-hmm. Les personnes étant âgées, ayant pas de relève, ils ont vendu leur cheptel et c'est là que s'est mis en place la complicité avec la région du Kamouraska. À ce moment-là, ils se sont engagés à nous fournir le lait et à poursuivre l'aventure qu'on avait voulu faire au niveau des fromages au lait de chèvre. Et je dirais que c'est une très belle, un beau mariage. On apprécie beaucoup l'ouvrage des artisans de Rivière-Ouelle et leur souci aussi de nous donner un beau lait régulier avec toute la passion d'un producteur. Donc, pour nous, c'est un beau mariage d'être jumelé avec le Kamouraska pour, en fin de compte, créer quelque chose qui est plaisant pour quiconque ce soit en bonne compagnie puis qui veut manger, déguster un bon fromage. Ben oui, tout à fait. Est-ce que c'est plus compliqué de confectionner un fromage au lait de chèvre que lait de vache ou c'est plus au niveau de, justement,
les ressources que ça devient compliqué, peut-être? Il y a les ressources qui sont plus rares, bien entendu, en chèvre. Par contre, le profil laitier est différent. Ouais. Ce qui fait qu'on ne peut pas transposer une recette tout simplement avec d'un lait à l'autre sans ajustements. Donc, c'est tout un art en soi. Et en plus, le lait de chèvre a un profil qui nous permet d'explorer une autre technologie laitière. Donc, ce que je veux dire par là, on l'a développé en 2007 suite à une demande de New York, de chefs cuisiniers de New York. Et la fabrication de ce fromage-là est totalement différente des autres types de fromages que l'on fait à fromagerie. Donc, des étapes d'opération, etc. Et c'est un fromage qui va garder sa particularité jusqu'au moment de la dégustation. Pour ceux qui ne le savent pas, donc je vais en profiter pour dire que c'est un fromage qui a besoin de respirer. Oui. Donc, lorsque vous l'achetez, la meilleure chose pour le conserver longtemps, c'est de le déballer et tout simplement de le mettre dans une assiette au frigo pour qu'il puisse respirer. C'est contraire à tous les autres fromages que l'on produit, c'est le seul qui est comme ça. Donc, ça demande quand même une certaine adaptation due au lait. Et là, il y avait un second prix également qui était peut-être plus attendu que vous me disiez. En fait, le deuxième trophée sont tous les deux de Caseus. Ouais. Un qui est pour la catégorie et le plus gros, c'était pour l'ensemble des fromages de la province. Mais c'est sûr que si je fais référence à Grey Owl, qui est notre fameux gagnant qu'on a aujourd'hui avec nous, c'est un fromage qui se démarque quand même depuis plusieurs années. Okay. Je l'ai mentionné, on l'a démarré en 2007. En fait, on a en 2006 été approché pour le développer en lait cru, on a refusé. Donc, après une recherche d'une année auprès de d'autres fromageries québécoises, on s'est tourné. Donc, les chefs de New York ont accepté de revenir avec nous, mais en lait pasteurisé. Donc, là, on l'a développé. On était quelques années finalement à le diffuser ou à le distribuer uniquement à New York et en Ontario. Les chefs fonctionnent beaucoup en complicité, New York avec Toronto. Les chefs québécois, de ce qu'on a appris, travaillent beaucoup avec la Californie. Ah, bon. Ce qui fait en sorte que notre travail pour mettre au monde Grey Owl du côté de New York avait un écho du côté de l'Ontario. Et vu la faible quantité produite, eh bien, l'Ontario avalait toute la production qu'on faisait. Donc, il a fallu attendre quelques années. La première fois qu'il y a eu un premier prix, c'est en 2011. L'American Cheese Society, ils font une compétition annuelle de fromage artisanal. Et en 2011, ils ont décidé de faire cette compétition, et c'est la seule fois d'ailleurs où ils ont sorti des États-Unis. Elle avait lieu à Montréal. À ce moment-là, on était capable de contrôler le transport. On participait les années précédentes, mais on met ça sur des transports genre GLS. Donc, on n'a pas de contrôle. On sait pas trop à quel état le fromage arrive à destination. Là, on était à Montréal. On a pris un soin plus particulier puisque c'était beaucoup plus proche pour nous. Et là, il avait été désigné le grand champion nord-américain dans les laits de chèvre. Ça a été sa première grande reconnaissance. Donc, ça en est un qui est déjà populaire et reconnu avant d'arriver à ce prix, justement. Sa plus grande renommée, par contre, je dois le dire, sans offense au distingué prix que je vous ai mentionné, mais il a été aussi primé au World Cheese Award. Mais c'est vraiment l'effet de la princesse. Je l'appelle la princesse Meghan Markle, même si elle n'a pas le titre de princesse. Au moment où elle s'est alignée pour épouser le prince Harry, elle a dit en janvier 2018 que son fromage préféré était le Grey Owl. Ah, mon Dieu, ça commence bien. Donc voilà. Et ça, on a gardé le secret jusqu'une semaine avant le mariage qui avait lieu en mai. Le chef de Windsor en Angleterre a dévoilé finalement qu'il avait le Grey Owl pour les cérémonies parce que je ne le savais pas, mais un mariage princier dure 1 semaine. Quand même. Quand même. C'est pas normal.
Et là, ça a été un effet monstre. Là, je vous dirais, c'est sûr que j'ai des limites en anglais, donc les interviews en anglais, je pouvais pas vraiment les faire. Ils me parlaient, ils me comprenaient, mais ils mettaient pas sur les autres. Mais là, ça a été un raz-de-marée. Ça, vraiment, l'été 2018 a été vraiment, on a manqué de produits. Voilà. Et depuis ce temps-là, le Greyhound se rend jusqu'à Vancouver et il est distribué à Boston et New York. Donc, vraiment, ça a eu un effet commercial. Donc, dans ce temps-là, nous autres aussi, on peut y goûter. Hein, à un moment donné, c'est le temps, c'est moins loin. Voilà. Hey, je termine ça avec un petit jeu, voir si tu connais ton Kamouraska. Oh! Est-ce que tu as envie d'essayer? J'aurais une image à te présenter sur l'écran et tu essaies de deviner où est-ce qu'on est. OK. On essaye ça? Le seul lac que je connais, c'est le lac au saumon, mais j'ai jamais été, donc je ne sais pas si le barrage fait On parlait référence. du lac Morin. Donc, Lac mais là, en Morin. même temps, vous êtes moins dans le coin, là, c'est un peu plus compliqué comme... Mais bref. Bref, j'ai beaucoup d'endroits à explorer encore, heureusement. Ben, merci beaucoup, Ginette, d'être passée. Puis on vous souhaite encore beaucoup de prix comme ça avec votre beau travail. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Donc, je suis avec Maryse pour parler de ce qui s'en vient au musée à la Pocatière. Qu'est-ce qu'on a cet automne qui bouille, là? Oui, ben c'est ça. Au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, on a effectivement plusieurs choses cette année, cet automne aussi. Différents ateliers. On repart des nouvelles programmations là, avec la COVID. Depuis ce temps-là, ça avait été plus tranquille. Là, cette année, on repart en grand. On revit. Exactement, on revit complètement une nouvelle équipe, tout ça. Donc, on repart. Donc, déjà, dès maintenant, on a une exposition sur le fléché. Alors, durant l'automne, on offre différents ateliers sur le fléché. Il va y en avoir un le 15 octobre sur le fléché pour enfants et même le fléché pour adultes aussi, là, 2 ateliers distincts. Le fléché, on parle de ceinture la fameuse fléchée, ceinture exactement. Fléchée, oui, okay. Pour les non-initiés, ils feront pas des ceintures au complet, forcément. Oui. Ça peut être un peu long. Exactement, mais apprendre les techniques, apprendre aussi d'où ça vient, tout ça. Et à plus court terme, là, on a dans le fond, le 20 septembre, toute l'exposition Les visages de la ronde de lait. Il y a une pièce de théâtre à la salle André-Gagnon. Donc, sur la pièce de théâtre Ronde de lait, nous, en concert, un petit peu en réponse à cette exposition-là, pour souligner l'importance du milieu agricole dans le Kamouraska, dans toute la côte du Sud, Bas-Saint-Laurent, on a fait une exposition en 2 temps. Une exposition de photographie de producteurs qui est à la salle André-Gagnon. Donc, dans les corridors de la salle, il y aura justement des photos qui montrent toute l'humanité qui se cache derrière cette entreprise-là. Et au musée, on a une exposition sur l'histoire, plus le visage historique de l'industrie laitière. Donc, okay. Où on met des artefacts aussi et on explique un petit peu pourquoi c'est important au Québec, dans la région aussi. Et aussi, on a une conférence sur l'agroalimentaire qui s'en vient le 23 septembre prochain. Donc, pour témoigner de toute l'importance du Kamouraska et de ses particularités du terroir, autant au niveau plus historique qu'actuellement. Donc, ça s'inscrit aussi tout à fait dans... Oui, on est encore là-dedans. En fait. Exactement. Puis maintenant, avec, entre autres, on peut penser aux champignons, qui est rendu un peu un élément clé du patrimoine culturel kamouraskois. On est dans le mois des champignons, donc on va faire valoir aussi cet aspect-là. Il va y avoir des bouchées servies. Alors, c'est une conférence dégustation avec des produits locaux, des produits aussi certains avec des champignons aussi, des bouchées préparées par Côté Est qui vont être offertes. Alors ça aussi, c'est possible de venir. On demande une inscription, mais évidemment, on va accueillir aussi des gens sur place la journée même, mais c'est juste pour prévoir le bon nombre de bouchées. Oui, ça va mieux avec inscription. Mais tout simplement, donc ça, c'est possible d'avoir... On communique avec vous directement. Oui, sur notre site web aussi, on a toutes les informations en ligne. Cette activité-là, elle est conjointe avec la Maison Chapet. Mais c'est ça, c'est pour les autres activités. On essaie souvent de se mailler avec d'autres partenaires, donc l'UPA pour les visages de la ronde de lait. Un peu plus tard, on a des activités avec le marché de la Grand'Anse à la Pocatière. Donc pour la fête de marché, on va offrir un atelier d'inoculation des champignons, une activité sur place au marché aussi pour faire découvrir tout ce qu'on peut offrir. Ah, c'est cool.
Et là, il y a des choses permanentes aussi dans votre musée. Oui. Effectivement, on a des expositions temporaires et d'autres permanentes. On a les expositions permanentes touchent plus au niveau de la paroisse rurale telle qu'elle était autrefois, donc c'est très historique. Okay. Aussi au niveau des équipements agricoles anciens. Donc, qu'est-ce qu'on utilisait? Puis on peut voir tout le chemin qui a été fait au niveau agricole. Qui doit être assez grand quand même. Effectivement. Puis certains équipements que maintenant, là, il faut qu'on ait l'explication, sinon pour les personnes qui sont pas du milieu ne pourraient pas savoir à quoi ça sert exactement. Sûrement, ben oui. Donc, on a tout le temps une partie plus historique. Sinon, on a actuellement aussi une exposition sur les champignons, l'exposition mycélium qui est en cours, une exposition temporaire sur le fléché à l'heure actuelle et une exposition aussi qui s'appelle « Dessine-moi ton musée », qui est une exposition temporaire interactive où on demande aux gens un peu de voir, de nous signifier qu'est-ce qu'ils aiment le plus et de comment est-ce qu'ils voudraient que le musée mettre en valeur ces thématiques-là. Alors, c'est interactif pour toute la famille. Il y a des objets à manipuler, des choses à toucher, des petits quiz à répondre. Donc, c'est pour tous. Puis ça dure tout l'automne. Mon Dieu, mais c'est fantastique. Est-ce qu'on a un autre événement à rappeler aux gens? À court terme, effectivement, c'est les événements en cours. Évidemment, au fur et à mesure que la saison va se déployer, c'est très possible qu'il y ait d'autres choses. On va de plus en plus s'imprégner dans le milieu, donc on suit. Exactement, c'est ça. Notre site web, notre site internet aussi, où à chacune des activités, on les met en ligne. Donc, toute l'information se trouve là. Quand il y a des inscriptions requises, on peut s'inscrire directement en ligne. C'est possible en appelant aussi. Mais donc, toute l'information est là. Il n'y a pas de problème avec ça. Écoute, j'aurais un petit jeu pour toi en finissant, parce qu'on essaie ça cette année. Okay. On regarde à quel point nos invités connaissent leur coin. OK. Donc, vois-tu, il y a l'écran ici. On va te montrer une photo drone d'un endroit. D'accord. Tu vas essayer de me dire c'est où. Ça te va, ça? Oui. Jusqu'à maintenant, tu pourrais être la première à la voir. Ça, c'est à la Pointe-aux-Orignaux. Exactement. Ouais. Donc, la grève à Rivière-Ouelle, oui, toi, tout à fait. Mon Dieu, viens-tu de se le faire dire? Écoute, merci. On sait que tu es une vraie du coin. Puis on invite les gens, bien entendu, à venir voir tout ce que vous avez à leur proposer parce que je suis persuadé que ça vaut la peine. Je vais y aller moi aussi, c'est sûr. Puis de venir plus d'une fois, il y a tellement de stock qu'il faut venir à multiples fois pour tout apprécier. Je te remercie beaucoup. Merci. Et nous, ça termine Extra pour aujourd'hui. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Je dis non. Skid up, 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 skip it,